Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec la rubrique Urban Mosley. Hein, Ingrid, c'est ça, non? Oui. D'accord, oui. Mosley. Oui. On parle de revue d'actualité. Exactement. On commence par quoi? On commence évidemment par le retard de remise de la remise des bulletins sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les établissements publics. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale, notamment, on va dire le gouvernement, a eu à signer avec un partenaire privé la mise en place d'un logiciel qui permettrait de centraliser les informations en ce qui concerne les résultats scolaires des élèves. Toi, tu utilises le logiciel là? Oui, on l'utilise depuis cette année, notamment depuis le deuxième trimestre. Tu t'en sors? Oui, personnellement, je m'en sors pas. Tu as ça installé sur ton ordinateur? On n'installe pas. En fait, c'est un logiciel qui est... C'est en ligne? Oui, c'est en ligne. Les professeurs là, des anciennes générations, là, ils comprennent ça? Malheureusement, beaucoup ne passent par ceux qui ont la maîtrise. Donc, je crois que c'est encore là tout le problème. Toi, tu t'en sors déjà sur le logiciel? Oui, parce que je suis, on va dire, au quotidien avec l'outil informatique. Tu es un prof high-tech. Donc, depuis le début d'année, évidemment, le gouvernement, on a proposé... Mais est-ce qu'ils ont fait une formation du logiciel avant de le mettre à disposition? Oui, il y a eu des formations. Parce qu'il y a des gens qui étaient à l'université. Ils ont acheté juste l'ordinateur pour faire le rapport de licence ou leur mémoire de maîtrise. Après, ils téléchargent les films. Le reste du temps, ça sert à regarder les films. Ouais. Ça, c'est vrai. Ils ont fait des formations. C'est vrai que le véritable problème, c'est qu'on est dans un système où, évidemment, la majorité des établissements n'ont pas la possibilité d'être connectés de façon régulière sur Internet ou encore d'avoir la possibilité d'avoir des salles multimédia. Mais n'empêche que de façon théorique, il y a eu des explications qui ont été données à certains enseignants. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une possibilité, c'est que beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont des téléphones high-tech. Et que rien que par le téléphone, on peut également procéder à la même opération comme si on le ferait sur un ordinateur portable. Donc c'était le grand avantage. Donc au moment des formations, on tient compte de tous ces éléments-là pour pouvoir habituer les enseignants à cet outil. Donc au deuxième trimestre de cette année, évidemment, ça a été généralisé dans tout le pays. Et ça fait que quand vous allez avoir les bulletins de vos enfants, les bulletins du premier trimestre ne sont pas les mêmes au deuxième trimestre, tout comme ça ne devrait pas être les mêmes au troisième trimestre, tout simplement parce qu'il y a une évolution en termes de lutte anti-fraude, parce qu'il faut savoir que chaque enseignant a un identifiant ou bien chaque établissement a un code et même les parents ont la possibilité d'aller vérifier les informations, mais pour éviter qu'il y ait des tripatouillages de notes parce que vous donnez un enseignant lui rend les codes, mais on peut se retrouver dans une situation où quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'outil informatique va finalement faire confiance à un de ses collègues ou à l'administration et que finalement les notes qu'il aura données à l'élève ne soient pas les notes qui correspondent et ça pourrait causer des problèmes. Donc là, je crois qu'il y a des protections derrière. Maintenant, la grande question de ce matin, c'est évidemment parce que du moins elle repose sur le fait que à la fin du deuxième trimestre, du moins le ministère de l'Éducation nationale, tenant compte évidemment de l'organisation de l'élection présidentielle, avait décidé à ce que tous les établissements rendent les bulletins au plus tard le 21 de ce mois, donc le 21 juin 2016. Malheureusement, depuis la semaine dernière, notamment vers la journée de jeudi, les chefs d'établissement qui ont voulu imprimer les différents bulletins se sont confrontés à une situation où il y avait un bug au niveau de la plateforme et du coup, c'est tout le pays qui s'est retrouvé, notamment les établissements publics, je précise encore, c'est pas le cas au privé. Donc, tous les établissements du public qui ont déjà l'accès à cet outil se sont retrouvés dans l'incapacité à pouvoir délivrer les bulletins du troisième trimestre. À cause d'un bug du logiciel. C'est pour faire comme on dit souvent, politique, dans le politiquement correct. Mais en réalité, c'est l'opérateur qui a décidé de verrouiller l'accès au site.
du moins au logiciel, parce qu'on aurait des impayés de la part de la tutelle ou du gouvernement, et il n'avait pas un autre moyen que, je crois, cette option-là. Mais on se retrouve là également dans une situation qui nous amène à nous poser des questions, parce que très souvent, quand on a affaire à des hommes, on peut faire les discours que nous voulons et que finalement on en vient à dépeindre même certains, à dévaloriser leur fonction. Quand on parle souvent de la grève des enseignants, on a tendance à penser que les enseignants sont les seuls qui aimeraient que finalement le système éducatif gabonais n'évolue pas ou qu'il soit responsable des méandres du système éducatif gabonais. Mais quand on se retrouve avec un projet aussi qui concerne l'ensemble du pays et que finalement, parce qu'on a des raisons pécuniaires, c'est vrai, ce qui est valable quand on crée un outil, c'est qu'il nous soit rentable, profitable. Mais quand on a également des personnes qui se retrouvent là, parce qu'il y a eu retard de paiement de la part du gouvernement, décident à leur niveau de finalement bloquer totalement la machine, ça cause problème. Et surtout que ça concerne encore une fois l'ensemble des établissements publics au niveau de notre pays. Et c'est énorme. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quand il s'agit de ces questions-là, beaucoup ne prennent pas la peine de vérifier. Je crois que pour une fois, l'association des parents d'élèves a fait un effort de pouvoir aller demander des comptes au ministre, parce qu'ils sont allés voir le ministre la semaine dernière pour lui demander pourquoi jusque-là ils n'avaient pas accès au bulletin de leurs enfants. Encore une fois, je rappelle que aussi bien les parents, les chefs d'établissement, même on va dire la direction informatique du ministère, donc le ministère de l'Éducation nationale, et les enseignants ont la possibilité évidemment d'aller sur le compte d'un élève, vérifier les informations en rapport avec l'attestation de scolarité, les notes en classe, le comportement, donc la conduite et tout le reste. Donc à partir de là, on se retrouve là dans une situation où le ministre, c'est sûr qu'il n'a pas su donner la bonne information aux parents, et dans beaucoup d'établissements, on s'est retrouvé avec des difficultés. Certains sont allés même jusqu'à manifester leur colère vis-à-vis des chefs d'établissement qui malheureusement ne sont pas responsables de la situation. C'est un retard de paiement qui incombe au gouvernement, sinon au ministère de tutelle. Et cela, ça va quand même créer des problèmes, parce que si jusque-là, si on n'arrive pas à payer et que nous soyons déjà en situation de vacances, il sera difficile pour beaucoup de parents de penser à aller récupérer ces bulletins-là, et on pourrait avoir en début d'année des cafouillages, parce que qui de ceux qui seront affectés dans X ou Y lieu de notre pays, pour pouvoir procéder à la nouvelle inscription de votre enfant, il faut avoir au moins les deux derniers bulletins de l'année, donc le deuxième, le troisième trimestre. Mais si on n'a pas celui du troisième trimestre, donc on ne peut pas convenablement réinscrire notre enfant dans notre lieu d'affectation, ou encore si on souhaite que finalement on rapproche notre enfant de notre maison, ce sera également les mêmes problèmes. Donc encore une fois, voilà autant de situations qui font que quand les enseignants montent au créneau, il faudrait parfois qu'il y ait un discours qui va dans le sens d'encourager les uns et les autres à faire dans la discussion, le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ça, on est sur un logiciel, mais quand il s'agit des humains, il faut discuter. Il faut discuter, et c'est aussi une occasion pour dire au gouvernement que finalement, quand on a aussi, on prend en tâche avec un opérateur, il y a plusieurs façons de devenir propriétaire d'une production. Pourquoi le gouvernement n'a pas songé à l'option de finalement faire de ce logiciel-là sa propriété? Ça éviterait évidemment qu'on arrive à ce genre de situation et confier par exemple sa gestion à la NEF, et surtout que la NEF... Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es sûr que c'est un problème de paiement? Oui, mais c'est ce que l'opérateur a dit. Il peut se dédouaner en étant incapable de régler. Mais je ne pense pas que l'opérateur pourrait mentir à tous les chefs d'établissement du Gabon, parce que tous ont le numéro des responsables. Il y a la catégorie des mensonges. Mensonge grand angle et mensonge full HD. Mais si les parents sont également 4K, mensonge 4K. C'est pas faux, mais quand même il faut souligner que les parents sont quand même allés chercher à rencontrer le ministre. Et beaucoup ont même demandé sa démission, ce qui sous-entend qu'il n'a pas donné à son niveau les informations, et il n'a pas démenti. Il voulait faire une petite DTE au ministre.
Une des théâtres. Certainement. Donc, voilà la principale information pour ce qui se passe aujourd'hui en termes de difficultés d'accès au bulletin du troisième trimestre des apprenants gabonais de l'ensemble du pays. C'est lié simplement au fait que l'opérateur serait dans une situation où il n'est pas encore rentré dans ses paiements. Ensuite, il y a la seconde information qui, elle, concerne les éditeurs de presse. Tout le monde sait que il y a quelque temps, les journaux, La Lune, qu'est-ce que j'en ai avec La Lune? La Une et La Loupe ont été condamnés par le tribunal de Libreville. Pour... La Lune? Oui, la Une. Moi, on a dit que c'était faux. La liaison, il voulait faire la liaison, la Lune. La Lune. Faut pas en Est-ce que tu as compris? Tu vois le truc, la Lune. La Lune. C'est comment il voulait dire la Lune? Les gars. Je me tais, c'est l'engine. Non. Donc, évidemment, les éditeurs de presse ont décidé de faire bloc autour de leurs collègues de La Loupe, de La Une, de l'Aube et de Mutuki, parce que aujourd'hui, ils décrivent le fait qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu une polémique là-dessus. Pourquoi? Pardon? Pourquoi t'as Mutuki? Mutuki, oui. C'est un journal. Oui, c'est un journal. Un journal Mutuki, en fait. Voilà. Bah, tu savais qu'il y a un journal qu'on appelle. Il y a beaucoup de journaux qui ont des noms vraiment du quotidien. Hein. Donc, évidemment, pour les hommes de presse, les éditeurs de presse et consorts, il s'agit pour eux d'interpeller le gouvernement et surtout qu'il faut savoir qu'il y a quelque temps on avait milité, ou ils avaient milité pour ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, la dépénalisation des délits de presse, donc en ce qui concerne les propos tenus sur X ou Y. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une voie qui est en perspective, mais qui n'a pas encore trouvé de solution. Et il faut savoir que c'est par rapport à certains propos, évidemment, que La Une, l'Aube et Dombolo La Une ont été traduits en justice, notamment pour des propos pas très très reluisants à l'endroit du chef de l'État, et ce qui a fait que le conseil de ces derniers n'avait pas d'autre issue que de porter plainte. Et bon, finalement ils ont été condamnés. Bon, c'est vrai que le ministre de la Justice disait que c'était pas des condamnations fermes, mais beaucoup plus des condamnations par, comme on dit souvent, accoutumance. Non. C'est pas ça. Il y a un autre terme en justice pour dire sursis. Par sursis, voilà, pour essayer Il suffit de demander. Voilà. Parce qu'il y a pas, on peut te condamner quand tu n'es pas là, c'est la condamnation par accoutumance. Voilà. Et puis il y a le sursis, c'est-à-dire que tu ne purges pas la peine dans la prison. Exactement. Donc il y a eu une politique derrière, mais ce qui est là, il faudrait qu'aujourd'hui quand même on essaye de voir comment faire en sorte que l'exercice de la profession de journaliste soit quand même un tout petit peu plus ou moins on va sortir de cette situation où les journalistes sont souvent l'objet de poursuites, parfois de brutalité, sujettes à violence. C'est les risques du métier. Oui, ce sont les risques du métier, mais quand on est dans un pays dit de paix et où évidemment la libre expression est garantie par la Constitution, il faut à un moment donné, c'est vrai que c'est pas le lieu de faire en sorte que on devienne que la liberté des journalistes devienne une liberté qui pourrait leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais il faudrait qu'il y ait un encadrement, et je crois que c'est ce qui se fait aujourd'hui par rapport aux autorités qui sont en train de mettre en place un nouveau code de la communication ou réviser le code de la communication, notamment sur cette question de dépénalisation des délits de presse. Mais toujours est-il que c'est important d'avoir au moins un discours qui sonne autrement, mais un discours qui n'est pas empreint d'injures, de dénigrement ou de qualificatifs allant dans le sens de calomnier la personne ou de porter atteinte à son image. Parce qu'après tout et surtout, c'est vrai que j'ai lu ça et là où on disait que c'est parce qu'il se retrouve à la tête de l'État que finalement il abuse de cette fonction-là pour pouvoir poursuivre certains individus. Même si on a expliqué un tout petit peu ce qui s'est passé par exemple pour Pink, pour le 17 d'ailleurs, ça va nous permettre de revenir là-dessus, où évidemment le fait qu'il ait eu une intervention sur une chaîne internationale a finalement déclenché le fait que le chef d'État ait décidé de lui porter plainte. Mais
qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, il faut le reconnaître, quand on est de la presse pas très proche du pouvoir, ou encore qu'on a une expression de la liberté qui n'est pas toujours la plus adaptée, évidemment, on est sujet à beaucoup d'intimidation, beaucoup de violence, et il faudrait qu'on sorte un tout petit peu de cette situation-là où finalement faire du journalisme au Gabon pourrait devenir quelque chose comme une hantise, parce que je ne pourrais plus dire c'est que j'ai pu récolter ça et là comme information, de peur que on ne me porte plainte ou qu'on ne finisse par me conduire à Shanghai, comme on dit aujourd'hui, donc à gros bouquet. Donc évidemment, il faut essayer d'être un peu sportif dans ce sens-là, mais avoir l'esprit sportif, le fair play. Voilà, mais surtout il faut également que les journalistes eux-mêmes comprennent que l'exercice du journalisme ne nous donne pas le droit de manquer de respect aux personnes, et surtout que la loi aussi, le code de la communication en parle. Donc il faudrait que nous qui sommes dans ce milieu-là, ou vous qui êtes journalistes, vous essayez à votre niveau également de respecter un tout petit peu l'éthique et la morale journalistique, pour que finalement nous ne tombions plus dans ce genre de situation. Et à la fin, on va parler d'une actualité également qui est en train de faire le buzz sur Internet, notamment la sortie du procureur général de la République, qui lui, Ndong Samdong, a décidé de faire une mise en demeure à Jean Ping, qu'il estime aujourd'hui être qui met en mal l'autorité de l'État et même de la justice, parce que il a été sujet à plusieurs convocations de la part des autorités, notamment de la police judiciaire, à qui il aurait fait savoir qu'il ne pourrait pas faire le déplacement de leur bureau, tout simplement parce que la convocation serait motivée par une envie du chef de l'État de faire en sorte qu'il ne participe à l'élection présidentielle. Mais également l'élection du 17, au-delà du fait qu'il y a eu un renvoi suite au fait que le plaignant ne s'est pas acquitté des droits qui régissent la procédure pour la citation directe. Évidemment, à ce moment-là, il y a également le fait que Ping, lui, de son côté, n'a pas jugé utile de se rendre au tribunal, et cela ne passe pas aux yeux du procureur de la République, dans la mesure où on a eu des personnes d'une autre de même, qui ont eu des mêmes problèmes, du moins qui ont eu la même plainte, notamment de diffamation, notamment Chantal Mimboto, qui, elle, a au moins s'est présentée, là je suis dans les termes du procureur, donc qui elle a décidé d'être respectueuse vis-à-vis des lois, et finalement de se présenter au tribunal. Mais Jean Ping, lui, il brille par une attitude qui va dans le sens de défier même l'autorité de la justice et même de l'autorité de l'État, et à un moment donné, il faudrait que finalement ils comprennent que force reste à la loi, et que selon le procureur, il entend faire en sorte que cette loi-là soit appliquée dans toute sa rigueur. Et d'accord. Donc c'était l'actualité de ce matin. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. C'est un miracle, Ingrid. Ouais, Quoi? il est que 47. Mosley finisse 47. sans qu'on coupe le micro. Vraiment. C'est ça. Donc on prend la batterie. Oui, la batterie. Voilà. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en musique pour retrouver donc dans quelques instants Ingrid avec l'horoscope des auditeurs. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.